Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Hopcast, le podcast qui vous invite à mettre le sport santé au service de votre vie après 40 ans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Loïc Bell, qui est physiothérapeute dans son propre cabinet Mauvaret à Bulle. Loïc, bienvenue sur le Hopcast. Merci de l'invitation, ça fait un moment qu'on en parle, donc ça me fait plaisir d'être enfin là pour qu'on prenne un peu de temps pour discuter de tout ce dont on a parlé. Yes, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, on va parler autour de la prévention des blessures pour le public qui nous écoute de plus de 40 ans. Un sujet important pour eux, mais avant d'entrer dans ce vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un peu ton parcours, tes spécialités, et ce que tu as envie de nous partager? Alors, moi je suis physiothérapeute diplômé depuis 2019, mon bachelor. Après, j'ai décidé de poursuivre encore mes études en cours d'emploi, donc j'ai fait un master en physiothérapie du sport. Et puis là, actuellement, je me suis lancé dans un doctorat justement sur la prévention des blessures, en plus du cabinet qu'on a ouvert en début d'année. Et puis après, je participe à de la vie associative en lien avec la médecine du sport. Je suis aussi au comité du réseau santé et sport qui vise à faire la promotion de l'activité physique pour la santé, et du sport aussi. Et puis diverses choses encore, plein de projets, mais disons que c'est les principaux sur lesquels je suis actuellement. C'est déjà pas mal. Et puis juste pour les personnes qui nous écoutent, où est-ce est situé le cabinet Mauvaret? Alors le cabinet est situé à Bulle, dans le canton de Fribourg en Suisse, et puis voilà, au centre-ville maintenant, depuis janvier. Un super espace à aller visiter, très joli. Du coup, qu'est-ce qu'on entend par blessure? Alors la blessure, c'est quelque chose qui est facile à définir dans le sens où il y a la définition strictement médicale qui serait de définir ça par une lésion d'une partie du corps. Ça peut être n'importe quoi. Dès le moment où il y a une lésion dans le médical, on parle de blessure. Après, d'un point de vue, je pense, des gens, c'est toujours difficile de définir la blessure en tant que telle parce que déjà, on peut avoir mal sans forcément qu'il y ait de lésion. Ça, c'est quelque chose qui est important de savoir et qui est des fois difficile à comprendre pour les gens. Et puis, je pense qu'on a différents degrés en fonction de qui on est, du niveau de sport qu'on fait, du niveau d'activité physique, avant de dire qu'on est vraiment blessé. Je sais pas, il y a des personnes qui vont, par exemple, faire du trail, qui ont une petite douleur, mais du moment où ils arrivent à courir, ils ne vont pas définir ça comme une blessure, mais plus comme une gêne. D'autres, ils vont être plus rapidement gênés et définir ça comme une blessure. Donc, je pense que c'est important de définir, il y a cette notion très subjective de comment on se sent. Et puis, dès le moment, en fait, je pense qu'il y a une gêne dans une activité à laquelle on tient. Ça peut être le travail, ça peut être de l'activité physique ou du sport de compétition. Là, pour moi, ça devient plus une blessure au sens propre du terme. Après, si on parle purement médical, on prendrait la notion de lésion en plus. Et si on prend cet aspect du coup purement médical, à quel moment elle apparaît, la blessure? Il y a deux grandes catégories. La première catégorie, c'est la blessure dite aiguë, donc où il y aura un trauma. Le classique, ça pourrait être je cours et puis j'ai ma cheville qui tord. Ça, c'est une entorse. Il y a un événement à un moment T marquant, qui dit qu'on s'est blessé. Et puis après, il y a des blessures un peu plus on va dire, pernicieuses où elles apparaissent sur la durée. On parle de blessures de surcharge. Donc, l'exemple type aussi, c'est la course à pied, ça serait la fracture de fatigue, de faire beaucoup sans se laisser le temps de récupérer. Et puis là, ça survient au bout d'un moment où on a fait trop pendant trop longtemps sans se laisser assez de récupération. Tu es d'accord si on pourrait définir aussi quand la charge est plus élevée que la capacité du corps à encaisser cette charge? Oui, dans les deux cas, ce serait juste parce que si on a une blessure aiguë, c'est qu'à un moment T, il y a eu trop de charge par rapport à ce qu'on a réussi à supporter. Et puis c'est la même chose avec la blessure de surcharge, peut-être même encore plus, où c'est une surcharge accumulée ou une charge d'entraînement, et puis plus que ce qu'on arrive à récupérer, effectivement. Et pourquoi c'est important de se concentrer sur la prévention de ces blessures pour ce public des 40 ans et plus? Je pense que, de manière générale, la prévention des blessures, c'est quelque chose qui est primordial un peu pour tout le monde, qu'on ait 40 ans, qu'on en ait 10, etc. On a tendance à souvent attendre de se faire mal avant de faire quelque chose, et souvent c'est après le premier événement où on s'est fait mal qu'on apprend à essayer de prévenir ça. Mais je dirais que prévenir, alors c'est un peu le vieil adage, prévenir c'est mieux que guérir, mais ça permet de rester aussi plus longtemps actif sans se faire mal et de rester en activité et puis de profiter aussi de tous les bénéfices de l'activité physique sans interruption. Et puis de manière générale, après ça a encore des conséquences bien plus larges, mais éviter de se blesser c'est aussi moins coûteux pour la personne et pour la société. Ça permet d'éviter de se faire une blessure et en général un premier épisode de blessure c'est aussi un facteur de risque pour se refaire la même blessure. Donc c'est tout un effet de boule de neige où en général essayer de ne pas se blesser c'est toujours mieux que se blesser et de devoir récupérer dans un second plan
de cet événement-là. Ouais, ça paraît sensé tout ça. Ouais. C'est censé, mais c'est bête, mais c'est important. C'est hyper dur à mettre en place en fait. Puis à s'écouter au final aussi. Oui, exactement. Et puis il y a cet aspect où j'ai l'impression que dès le moment où on fait du sport ou de l'activité physique, on va de toute façon avoir des petits bobos à divers niveaux de gravité. Mais comme tu disais, savoir s'écouter, peut-être ça s'apprend en se blessant une première fois aussi, parce qu'une fois qu'on s'est fait mal, après on se dit bon bah la dernière fois que j'ai eu ça, c'était une alerte, bah je sais comment l'éviter. Mais c'est aussi une manière de prévenir ça, c'est d'en faire l'expérience des fois. Donc, est-ce qu'on peut toujours prévenir le premier épisode? Je ne suis pas sûr. Mais si on arrive à ne pas se faire de grosses blessures, c'est quand même intéressant de manière générale. Ouais, d'amener à son corps la charge adéquate et adaptée pour éviter justement cette blessure. Et c'est ça des fois de savoir où se situe la limite, c'est ça qui n'est pas évident. Je pense que alors ça, je ne sais pas si c'est très réaliste, mais je pense qu'on ne peut pas savoir où se situent les limites sans les avoir un petit peu dépassées dans tous les cas. Maintenant, la grande question, il faut espérer qu'en dépassant une fois la limite, ce ne soit jamais trop grave pour qu'on puisse continuer à explorer ça. Puis la limite, elle se lève, donc aussi à force de faire, vu qu'on devient plus résilient. C'est quelque chose d'assez difficile à naviguer. Je pense qu'on n'a pas encore toutes les réponses non plus pour ça. Personnellement, quand je me blesse, je dis que c'est de la formation continue. Est-ce que tu as le même point de vue que ça? C'est un peu ça. Et sincèrement, je pense que c'est très vrai. Et moi, je le remarque avec les gens avec qui je travaille au quotidien. En général, premier épisode de blessure, il y a beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on peut rééviter que ça se repasse. Donc en fait, c'est déjà de la prévention. D'ailleurs, il y a plusieurs niveaux de prévention. Et puis une fois qu'on en a fait l'expérience, effectivement, c'est mieux s'écouter. On sait un petit peu aussi quels sont les signaux d'alerte. Donc je pense que c'est de la formation continue pour tout le monde. Ouais. Moi, le premier aussi. Enfin, si on peut éviter, c'est toujours mieux. On peut se former de différentes manières. Ouais, c'est toujours comme ça. Quelles sont les blessures les plus courantes, notamment chez le public des plus de 40 ans et sur les sports, on va dire, populaires? On ne va pas dans la catégorie élite. Alors, je ne sais pas exactement l'épidémiologie, mais moi, les personnes que je rencontre le plus en cabinet, c'est souvent des blessures liées à la course à pied, au trail, au vélo, des activités sportives, j'ai envie de dire, du week-end, parce qu'il y a encore une tranche de population super active. Donc c'est souvent pour les exemples, c'est des problèmes de tendons souvent, ou des problèmes juste de douleurs de genoux articulaires, souvent de surcharge. Je passe souvent des blessures traumatiques, enfin si, il y a aussi les chutes, mais c'est peut-être moins dans cette catégorie-là à laquelle je pense. C'est plus, j'ai des douleurs de genoux suite à la course, des douleurs de tendons d'Achille aussi avec la course, le trail, la marche. C'est surtout ça que je rencontre. Et puis, après, il y a encore d'autres choses. On sait qu'à partir de la cinquantaine, en termes de pathologie dentineuse, ça devient plus fréquent. Donc des douleurs de tendons d'épaule, mais c'est souvent l'épaule, je dirais genou, cheville, c'est à peu près ça que je rencontre le plus. Après, dans diverses activités sportives, ça se concentre quand même majoritairement sur le dos aussi. Donc c'est différent. J'ai l'impression que c'est une autre population, en tout cas que moi je rencontre. C'est peut-être des personnes un peu moins sportives, souvent justement, qui ont des douleurs de dos. En tout cas, chez cette population-là, j'ai l'impression que les douleurs de dos que je peux rencontrer dans le cyclisme, c'est plus des personnes plus jeunes. Et puis les personnes de 40 ans et plus, elles ont des douleurs de dos, mais j'ai pas l'impression que c'est les personnes les plus actives en général qui se retrouvent, en tout cas chez moi. Je dis pas que ça arrive pas. Donc c'est plus des douleurs de dos liées à presque la sédentarité que c'est plus en tout cas les personnes que je rencontre moi. Il y a deux fois deux plaintes, mais rien qu'ils considèrent comme des blessures. Justement, c'est plus je sens une gêne, mais j'arrive à faire. Donc ils ont plus besoin de conseils sur comment continuer, plus qu'une blessure. Par contre, on travaille sur d'autres problématiques. Mais il y a aussi pas mal de personnes qui ont des douleurs de dos, effectivement. Mais j'ai l'impression que c'est une autre catégorie de personnes, en tout cas dans celles que moi je rencontre. Puis dans les sports populaires, liés au ski? Le ski, oui, le ski, j'ai pas pensé. Alors, le ski, j'ai un peu plus de blessures traumatiques pour le coup. C'est un peu moins des blessures de surcharge. Beaucoup de genoux. Beaucoup d'entorses de genoux. Alors, les fameux ligaments croisés, ça arrive à tout le monde. Après, souvent, l'approche est un peu différente. On ira moins tout de suite sur l'opération, ce qui est une bonne chose, je pense. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé aux sports d'hiver. Les sports d'hiver, il y a peut-être le ski qui fait un peu plus de blessures traumatiques.
à ce niveau-là. Mais sinon, je dirais c'est plutôt de la surcharge en général. Ouais. Ça sent le vécu aussi de mon côté, c'est pour ça que je pense au ski. Quel est le moyen le plus efficace pour prévenir ces blessures? Donc on les met un peu tous dans le même paquet. Ouais, mais... c'est dur à dire. Je pense que dans la population des personnes de 40 ans et plus, souvent ce qui manque, c'est et surtout dans les personnes que j'ai décrites qui font beaucoup de sport le week-end, en général, c'est rare que les gens s'enferment en salle de musculation pour faire de la muscu. C'est plutôt, je vais profiter d'aller faire le sport que j'apprécie. Et j'ai l'impression que souvent, il manque une partie de renforcement. Il y a pas mal de choses qui montrent que le renforcement il est intéressant à la prévention de blessures. C'est pas spécifiquement à cette population-là, mais il y a 2 études où ils ont comparé plusieurs types d'exercices. Donc ça peut être, il y a les exercices d'équilibre, il y a les étirements, il y a la pliométrie, donc les exercices de saut, puis il y a le renforcement. Puis le renforcement, c'est quelque chose qui ressort un petit peu plus comme protecteur des blessures. Après, c'est jamais des choses extrêmes non plus. C'est pas soulever 140 kg 3 fois. C'est juste des exercices assez simples au final qui sont dans ces programmes de prévention qui existent. C'est des fentes, des choses, des squats exactement, même des montées pointe de pied. Il y a toujours un petit peu de saut. Il y a plein de choses, mais ce qui ressort comme plus protecteur, c'est le renforcement et ça n'a pas besoin d'être très compliqué. Et je pense que vu que les gens n'ont pas l'habitude de faire ça, il y a très vite des gains en fait, et les gens deviennent juste un tout petit peu plus résilients. Donc est-ce que c'est juste ça, ou c'est le renforcement en tant que tel, ou c'est juste s'exposer à quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude de faire? C'est dur à dire, mais je dirais le renforcement, il y a l'échauffement, souvent c'est souvent négligé, et puis ça n'a pas besoin d'être très compliqué non plus. D'ailleurs les programmes de prévention qui existent, qui sont prouvés efficaces, disons. Ils ont plein de composantes, de nouveau, ils ont du renforcement, un petit peu de saut, etc. Puis c'est à des intensités assez modérées. C'est juste, peut-être que juste faire son activité un petit peu moins intensément et partir, ça suffirait d'ailleurs pour la majorité des gens. Mais je pense qu'en complément, surtout quand on prend des années, à partir de 50 ans justement, on a tendance à être moins fort ces tendons. Il y a plutôt l'inverse, au contraire, c'est une situation qui se désagrège. Ce serait intéressant de les renforcer du coup, donc le renforcement, on sait que c'est très intéressant pour les tendons. Donc je pense pour les blessures de surcharge, un peu de renforcement, parce que c'est bon pour les tendons, pour les muscles, pour la densité osseuse. Et puis après, essayer de faire quelques répétitions d'échauffement. Ça peut être du renfort, un petit peu de saut, puis partir. Puis après, il n'y a pas besoin de se poser 1000 questions non plus. Puis s'écouter, pas faire... J'ai des gens des fois qui me disent ça fait 4 mois que j'augmente ma charge d'entraînement et ça allait bien, et tout d'un coup ça allait plus. C'est juste qu'à un moment ça lâche aussi. Donc des fois il y a des petits signaux d'alerte quand on commence à avoir mal un peu partout, etc. C'est peut-être qu'il faut se laisser aussi le temps de souffler. On va pas tout perdre en 3 jours parce que tout d'un coup on était cuit. D'adapter l'intensité tout simplement aussi, s'ils veulent vraiment pas complètement mettre quelques jours d'arrêt de l'activité en soi. C'est ça, et puis un arrêt d'activité, c'est pas forcément un arrêt complet. Ouais. Et puis un arrêt d'activité sportive qu'on fait, c'est peut-être aussi faire une autre activité sportive plus douce. Ça veut pas dire ne pas faire d'activité non plus. C'est juste que si on a l'habitude de faire du trail tous les jours, peut-être que ça vaut la peine une fois de s'arrêter et faire, je sais pas, du vélo tranquillement, ou un peu plus tranquillement, ou faire juste une session de mobilité, ou faire une petite session de renforcement, mais sans aller chercher des intensités extrêmement élevées. Et en général, ça finit par passer. Mais je dirais, s'écouter quand même. Ça, c'est peut-être le truc le plus important, parce qu'on parle beaucoup de charge d'entraînement, mais la personne est souvent la plus à même de savoir si elle est dans le rouge ou si elle est encore bien, parce qu'on n'a pas finalement pas de chiffre magique pour savoir si on est en train de faire trop ou pas. Donc savoir s'écouter. Et puis je dirais varier les activités. Je pense que ça c'est aussi quelque chose qu'on néglige un peu. En général, les coureurs ont tendance à faire que courir. Ceux qui font de la muscu ont tendance à faire que de la muscu. Je pense qu'il y a certainement un croisement où varier les activités qu'on fait, c'est bénéfique pour le corps. Ce qui permet par exemple, les personnes qui courent beaucoup, ça permettrait de faire par exemple une séance de renforcement, ça permet de moins courir et du coup moins surcharger toujours les mêmes zones. Et puis de compléter. Moi je vois beaucoup le renforcement musculaire comme le liant un peu de toutes les activités, en fait dans tout sport, peu importe au niveau où il est joué, où il est pratiqué, il y a une base de conditions physiques.
Oui. Du coup, ça me fait penser à la dernière année que j'avais joué à Fribourg Olympique. On s'entraînait 6-7 fois par semaine, mais avant chaque entraînement, quasiment, en tout cas une fois par jour, 30 minutes de renforcement musculaire. Pas dans des intensités énormes, mais simplement pour un maintien, surtout en pleine saison où on n'est pas en train de chercher à vouloir aller plus loin, plus fort, etc. Et ben d'avoir cette base de conditions physiques. Alors là, c'est une extrême, on va dire, pour les personnes qui nous écoutent, mais dans chaque activité qu'on veut faire, avoir du plaisir à faire du vélo, du ski, de la course à pied, etc., de la natation, si on a une bonne base de muscles, de renforcement musculaire, eh ben, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de plaisir et éviter certaines blessures aussi. Bah, je pense que c'est surtout ça, si on veut prendre enfin, au final, le but c'est de prendre du plaisir sur la durée, c'est pas de faire une course et de se cramer par exemple. C'est ça. Donc ça permet d'être aussi un peu plus, de rester plus longtemps dans le rythme. Ça arrivera de toute façon qu'il y ait besoin d'une pause par-ci par-là, je pense que c'est inévitable quand on fait du sport régulièrement. Mais il ne faut pas que ce soit un arrêt brutal de 3 mois parce qu'on a trop tiré sur la corde. Ouais. Et puis effectivement, je pense que le renforcement est souvent négligé et il n'est pas toujours vu comme agréable. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour aller en salle de sport. Le fitness, c'est un peu quelque chose, j'ai pas envie de dire c'est un environnement hostile, mais il y a des gens qui peuvent être très refroidis à l'idée d'aller en salle de fitness. Donc c'est chouette d'avoir des espaces un peu différents comme ici aussi pour initier au renforcement et voir que c'est pas toujours une corvée, que ça peut être amusant et que c'est pas obligé d'avoir 80 kilos sur le dos pour tout le monde et que c'est adaptable. Et puis ça peut être fait à la maison, ça peut être fait avec très peu de matériel et ça peut être très efficace parce qu'au final, on voit toujours les extrêmes, surtout dans une société de réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses faites de plein de façons différentes. Mais c'est adaptable à tout le monde et ça n'a pas besoin d'être très très compliqué quand c'est fait non plus. Je pense que c'est surtout ça le message. Et puis pour un sportif du week-end, qui est comme tu parlais des personnes qui font les activités le week-end, que ce soit aussi randonnée ou du tennis, enfin peu importe l'activité, à quelle fréquence tu conseillerais de faire ce renforcement musculaire pour qu'ils mettent plus de chances de leur côté d'éviter des blessures ou avoir plus de plaisir dans l'activité? C'est dur à dire, mais il y a une tendance qui est là de ressortir, c'est que dans les études qu'on a actuellement, il y a un programme notamment de prévention des blessures qui ressort comme très efficace en théorie, qui s'appelle le FIFA 11+, ou le 11+, maintenant ils ont même enlevé FIFA. Et ça a été monté par le groupe de recherche de la FIFA. C'était pour les footballeurs à la base, pour essayer de prévenir les blessures plutôt du membre inférieur, même s'ils en ont fait un pour le membre supérieur. Et c'est un échauffement de 15-20 minutes, une demi-heure si on le traîne vraiment longtemps, mais c'est quelque chose d'assez rapidement fait, qui mélange des exercices de course, après il y a des exercices de renforcement, et puis il y a un petit peu de saut, un petit peu de gainage, etc. C'est assez complet, mais c'est très vite fait. Et puis dans toutes les équipes dans lesquelles ils ont fait, la tendance ça a l'air de montrer qu'à partir de 2 fois par semaine, 15 minutes, 20 minutes, ça a tendance à avoir des bons effets protecteurs. Donc au final, je ne pense pas que ce soit très différent des gens qui sont les sportifs du week-end, de se dire bon bah j'investis 2 fois 15 minutes. Peut-être même qu'une fois une demi-heure et de tout faire d'un coup ça suffirait parce qu'au final le volume d'entraînement resterait le même. C'est peut-être plus ludique de faire 2 fois 15 minutes, c'est plus vite passé. Donc une sorte de routine un peu... Oui, ça peut être ça. En fait, dans l'échauffement, même maintenant, il y a plein de choses qui se montrent. C'est une sorte d'échauffement. C'est une sorte d'échauffement. Est-ce qu'on est vraiment dans du travail de renforcement? Alors, il y a des fentes, il y a des exercices de saut aussi. Il y a vraiment ces exercices de renforcement à diverses intensités. Maintenant, il y a un peu tout le monde qui l'a des fois fait à sa sauce en termes de répétition, etc. Mais est-ce que c'est du renforcement en termes de force pure, tel qu'on l'a défini, je sais pas, du 4x5 répétitions? Non. Mais certainement que pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire du renforcement, c'est un stimulus qui est assez suffisant pour être protecteur. Donc si on ne fait que de la course à pied, certainement qu'intégrer quelques fentes par-ci, quelques sauts par-là, ça suffit à renforcer toutes ces structures. Et puis après, en termes de routine, moi ce que je dis aux gens souvent, c'est que s'ils ont l'habitude d'aller sortir, courir 2-3 fois par semaine, c'est d'essayer au moins 2 fois par semaine, au moment d'aller sortir, de le mettre en place avant ou même après s'ils veulent. Au final, ça m'est un peu égal du moment que c'est fait, parce qu'accumuler, c'est ça qui va être utile. Et puis, il y a des réflexes assez humains, c'est que quand on est dedans, c'est un peu plus facile de s'y mettre. Donc quand on a un habit de sport, c'est peut-être plus facile de faire ces exercices de renforcement. Donc j'essaie de leur dire avant, après, c'est égal. Ça n'a pas l'air de faire une grande différence. Il y a 1-2 études où ils ont pris les exercices du 11+, où il y a des exercices de renforcement assez intenses qui avaient tendance à faire des courbatures comme les Nordic Curl. C'est pas quelque chose qui est facile pour tout le monde. C'est pas facile. Mais les footballeurs se plaignaient que ça leur donnait des courbatures pour l'entraînement. Du coup, ils les ont mis à la fin de l'entraînement quand ils avaient plus que les réserves qu'ils avaient. Et il y avait les mêmes effets protecteurs. Donc c'est pour ça que moi je dis aux gens, du moment que c'est fait, que ce soit avant la course ou après la course, si vous préférez
pour être frais pour la course, les faire après, bah, faites-les après, c'est pas grave. Le plus important, c'est que ce soit fait, que vous preniez 15 minutes pour faire ça 2 fois par semaine, et puis on est déjà content. C'est mieux que rien au final. Ouais. Après, s'ils arrivent à... C'est vrai que si tu arrives à étaler un peu plus dans ta semaine, c'est encore mieux, on va dire, parce que tu as plus de stimuli durant ta semaine. Ouais. Mais bon, comme tu dis, au final, tant que c'est fait. Exactement, pour moi, le plus important, c'est que ce soit fait. Il y a des gens qui vont préférer mettre une fois une demi-heure. Je préfère avoir une fois une demi-heure et que ce soit fait plutôt que rien. Après, si les gens préfèrent faire 2 fois 15 minutes, bah, c'est plus vite fait. Ça me va aussi. Ouais. Je préfère avoir quelque chose de fait que pas fait. Et puis après, ça dépend des populations, mais dans les populations qui font du sport plaisir et du sport quelques soirées par semaine ou le week-end, je trouve que c'est important de prendre en compte toute la vie qui est autour. Moi, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de famille à m'occuper, mais peut-être la personne qui a des enfants à la maison, qui a 1 heure pour caser sa petite session de course, elle n'aura pas envie de faire une demi-heure et 15 minutes, elle préfère. Et ceux qui ont plus de temps et qui disent j'ai qu'une sortie, mais j'ai 2 heures pour tout faire, bah, ils préfèrent prendre une demi-heure. Donc c'est important d'adapter ça un peu à tout le monde, du moment que c'est fait. C'est déjà pas mal. C'est le plus important. Ouais, exactement. Et puis, on a peut-être déjà touché un tout petit mot avec les réponses que tu as données avant, mais quelles sont les erreurs les plus courantes quand on essaye de prévenir justement des blessures, et puis comment éviter ces erreurs? Alors tu parlais de, par exemple, l'échauffement qui est souvent négligé dans les sports loisirs. Est-ce que tu verrais, on a parlé de charge aussi, trop élevé par rapport à peut-être la capacité du corps à l'encaisser. Est-ce que tu verrais d'autres points, d'autres erreurs, ou finalement on a dit les essentiels? J'ai l'impression que c'est les 2 principales, et après je pense que si on commence à avoir des douleurs, à développer des douleurs, à se dire j'ai mal par-ci, j'ai mal par-là, et puis que ça devient handicapant, puis que là on commence à dire, là je commence à sentir que c'est vraiment très gênant et que ça passe dans la catégorie blessure comme on a défini ça au début. Je pense que c'est important de garder une image assez globale de la situation. Donc il y a la charge, il y a l'échauffement, mais peut-être est-ce que déjà je dors tout aussi bien? Est-ce que ma situation générale de ma vie, elle va bien ou elle est différente? Parce que ça peut aussi juste être ça, c'est reste du stress sur le corps et qui vient par un aspect plus, on va dire, mental, mais qui reste du stress. Et puis après, il y a quand même des aspects où dans certains sports, j'ai regardé un peu le matériel. Parce qu'il y a quand même une petite tendance à des fois à dire j'ai acheté une nouvelle paire de chaussures, c'est plus la même semelle, on court toujours autant avec, mais ça change comment on va attaquer le sol, etc. Ça peut être un facteur parmi d'autres, et des fois changer de chaussures ou changer de vélo ou changer la manière dont ses clips sur son vélo, ça peut être des facteurs qui font qu'on développe une petite douleur par-ci, une petite douleur par-là, donc j'ai regardé ça. Et puis des fois, elle le cumule aussi, parce qu'on pense à charge d'entraînement, j'ai pas fait plus cette semaine, mais si ça fait 6 semaines qu'on a augmenté de 10 km par semaine, sur 6 semaines, ça fait 60 km de couru de plus, et ça, accumulé, ça peut aussi ressortir après plusieurs semaines. Donc je dirais que ça reste dans les grandes lignes la charge au final, puis c'est un changement de charge. Mais c'est regarder aussi comment on dort, comment on mange, est-ce qu'on récupère de manière globale. Parce que des fois, ça résout pas mal de problèmes de se dire ça fait 2 semaines que je dors plus et je commence à avoir mal. Peut-être qu'on va essayer déjà de régler ça et ça fait tout de suite un petit peu mieux parce qu'on récupère aussi plus, tout simplement. Donc ça fait partie de la charge, mais la récupération, c'est souvent ignoré, je pense. Oui, pourtant on dit que la récupération fait partie de l'entraînement. Oui, ouais. Et finalement, c'est aussi là qu'on récolte un peu les progrès. Oui, mais après, récupération, on entend assez rapidement aussi canapé, mais récupération ne veut pas dire forcément canapé. Non, ça exactement. peut l'être en partie, mais pas que. Mais sur des gens qui font beaucoup de sport, moi, j'ai pas de problème à prescrire du canapé, au final, parce que des fois, ces gens-là, ils sont tellement... Parle pas... Oui, exactement. Mais ces gens qui sont tout le temps surstimulés, je dis, c'est bien aussi qu'ils soient des fois moins stimulés. Mais après, pour les gens qui font moins, voire peu, je pense que c'est important de dire que récupérer, ça peut juste être aller marcher sans aller faire une randonnée, mais juste aller se balader et puis juste faire quelques pas, c'est pas mauvais. Mais c'est toujours à faire au cas par cas. Mais la récupération, je pense que c'est souvent quelque chose où on se dit mais j'ai rien fait, et puis en fait il y a plus de choses qui sont faites que ce qu'on pense des fois aussi. Et puis récupérer aussi, même pas que physiquement, mais aussi mentalement, de peu importe la charge qu'on parlait, que ce soit de l'entraînement, que ce soit la charge dans sa vie, du stress, etc. C'est important de prendre aussi des temps où on souffle. Puis des fois c'est ça, et puis au final, des fois c'est l'inverse. J'ai l'impression que j'ai fait moins physiquement, j'ai moins couru, etc. Mais
on a moins bien dormi et peut-être que justement le fait de reprendre une activité physique, ça permet d'évacuer tout ce qui va pas bien mentalement et ça permet de repartir. Donc c'est vraiment, je pense que c'est important de garder une vision très très globale de la personne et puis pas juste se dire c'est que l'entraînement qu'il faut regarder quand on parle de blessure. Puis c'est marrant parce que ça me fait penser à un autre épisode qui n'est encore pas publié, mais quand on parle, c'est vrai, quand on est fatigué, des fois de se mettre en activité, c'est contre-intuitif, mais de se mettre en activité, pas forcément de la folie, des petites activités comme tu disais, d'aller marcher ou peu importe l'activité, ça amène plus d'énergie qu'au final, si on est fatigué, on rentre chez nous, on va sur le canapé, et finalement on va être encore plus fatigué et tout, alors que c'est très contre-intuitif. Ouais. Mais... Moi, aux gens qui ont tendance à être très fatigués comme ça, souvent je leur dis prenez un moment dans la journée si vous le pouvez, parce que c'est pas toujours évident et tout le monde peut pas se le permettre, mais on a du bol. Dans le canton de Fribourg, on est assez proche de la nature, c'est pas très dur d'arriver en forêt ou au bord de l'eau, n'importe où. Surtout à Verbule, en Gruyère, littéralement, on est en 10 minutes dans la forêt, on peut aller au lac, etc. Je leur dis d'aller profiter d'aller marcher en nature, et en général, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien. Je pense que il y a le fait de se mettre en mouvement, mais je pense qu'aussi le fait d'être en extérieur, en nature, c'est quelque chose qu'on perd un petit peu des fois, mais qui fait beaucoup de bien à beaucoup de gens, juste à évacuer comme ça. Il y a les deux. Le double bénéfice. Ouais, c'est clair. Et puis, en tant que physiothérapeute, vous intervenez généralement plutôt post-blessure, donc en phase de rééducation. Quel rôle ont à jouer les physiothérapeutes dans la prévention, finalement, pour pas arriver chez vous, quoi. C'est un peu bizarre. C'est malheureux. C'est un peu malheureux parce qu'effectivement, c'est un peu contradictoire. Ouais. Dans le sens où on essaie de mettre en avant la prévention, mais on aurait moins de travail s'il y avait de la prévention, mais ce serait peut-être une bonne chose qu'on ait moins de travail comme ça. Après, comme je disais, la prévention, elle a trois degrés telle qu'elle est définie. La prévention primaire, donc c'est le fait de prévenir un événement avant qu'il arrive. Donc ce serait, je me suis jamais blessé au genou, et on va essayer de faire en sorte que jamais je me blesse au genou. Après, il y a la prévention secondaire, c'est plus... il y a une petite gêne qui n'est pas encore une vraie blessure, et puis là on va essayer d'éviter que ça dégénère, ça serait de la prévention secondaire. On entre déjà un petit peu en ligne de compte des fois en physio, là où il y a des gens qui viennent, et je pense que c'est bien un peu en disant là ça fait un petit moment que je sens l'épaule, rien de grave mais je la sens, donc j'aimerais éviter que ça dégénère, et là on a déjà un rôle à jouer. Et après il y a la prévention dite tertiaire, où là il y a déjà un épisode de blessure, et on va essayer d'éviter le nouvel épisode de blessure après cette blessure-là. Donc on a surtout un rôle sur ces deux niveaux-là, les deux derniers. Qu'est-ce que ça peut être, sur quoi on peut intervenir? Je pense que déjà on a pas mal de conseils à prodiguer. Ça peut être sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme routine, ou pas forcément routine, mais comme entraînement ou comme exercice sur une semaine type pour toutes les parties du corps. Il n'y a rien en particulier, ça peut être le dos, les épaules, les genoux, les chevilles, etc. Ça peut être aider la personne à comprendre quand c'est trop, quand elle peut pousser un peu plus, quand elle est déjà dans le rouge. C'est ça, apprendre à se connaître un petit peu et à se dire bon là j'ai fait ça, j'étais bien, tu peux essayer de faire un petit peu plus et on va voir, naviguer un petit peu ça avec ces personnes-là. Et puis dans le cas de la blessure, c'est toujours un petit peu délicat parce qu'il y a cet aspect où on est blessé. Il faut réapprendre à faire des choses, et puis une fois qu'on a réappris à faire ces choses, il faut expliquer comment éviter que ça réarrive. Là, ça rentre avec la rééducation, puis après on se retrouve de nouveau un peu dans la prévention secondaire, on va de nouveau donner des conseils, on va de nouveau expliquer qu'est-ce qu'on peut maintenir sur le long terme, et puis après on regarde ce qui se passe. C'est aussi valable, là tu parles de blessures dans les 3 types de prévention, pour les 2 secondaires et tertiaires, quand il y a déjà la blessure ou prémisse, c'est valable aussi pour les maladies en fait. Oui, exactement, bien pour sûr. Le grand public. C'est pas forcément obligé d'être traumatique, ça dépend comment on définit une maladie. Une tendinopathie ou classiquement une tendinite, c'est plutôt quelque chose qui est défini comme maladif, dans le sens où c'est rarement, ça peut arriver, mais c'est rarement sur une chute ou quelque chose que ça arrive, mais c'est plus rare. Là, c'est la même chose, apprendre ce qu'on peut faire, apprendre à gérer combien on fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour entretenir une fois que c'est reparti, et puis éviter que ça revienne. Et puis ça, c'est un peu l'exemple type d'ailleurs de la mise au repos qui est prescrite par tout le monde, surtout nos collègues médecins, malheureusement, qui ont tendance à dire, nos collègues médecins généralistes, qui ont tendance à dire qu'il faut du repos complet.
Et puis au final, on aurait meilleur temps de se dire, on enlève ce qui est douloureux, puis on garde tout ce qui va bien, parce qu'il y a les gens se rendent vite compte qu'ils peuvent faire plein de choses en fait, et que faire ce plein de choses permet de faire ces choses qui vont moins bien après. C'est un peu ces conseils-là au final. C'est le premier truc qui se passe quand j'ai des gens qui viennent pour des problèmes de tendons, c'est dire on arrive à faire quoi? On se concentre sur ça, on met déjà ça en place, et puis lever le bras qui est difficile, là, celui-là, on réessaye dans 10 jours et ça se trouve, ce sera déjà mieux. Puis souvent, c'est déjà un petit peu mieux. Ouais, puis tu montrais lever à la verticale, tout coup peut-être ce mouvement ira pas, mais le mouvement plus à l'horizontale ira. Exactement. Et du coup, tu peux faire quelque chose au final. Et au final, sur le côté, ça me gêne, oui, mais devant, ça va. Donc on va se concentrer sur devant et ça va de toute façon avoir. Enfin, ça stimule des structures. Il y a toujours quelque chose à faire. Ça va aider à repartir dans le bon sens. Donc ça fait partie de la prévention aussi. On évite que ça se péjore, on évite que ça devienne vraiment raide. C'est directement essayer de charger le plus possible selon les capacités de la personne et puis voir après comment ça évolue, réajuster. Et puis une fois que les gens ont compris les grosses bases, je pense qu'on a moins besoin de voir les gens que ce qu'on les voit souvent. Les personnes savent souvent s'écouter, elles se connaissent mieux qu'on les connaît. Et du coup, c'est positif. Une fois qu'on leur dit, si ça fait mal, on n'est pas obligé de faire, mais on peut faire tout ce qui fait pas mal. Ils ont compris 90% des choses à faire et ils peuvent déjà bien se prendre en charge tout seuls. Ouais, donc maintenant, on est vraiment dans immobiliser le moins possible et directement remettre en mouvement parce qu'en fait, on a vu qu'il y a plus de résultats positifs comme ça que l'inverse. Oui, puis c'est malheureusement le cercle vicieux dans lequel on peut rentrer. Bon, ça dévie un petit peu, mais ça fait partie de la prévention de la récidive, un peu cette prévention secondaire, c'est que j'ai mal, je fais moins, je me déconditionne, je me remets en action, je dépasse de nouveau ce que mon corps il est capable de faire parce que je me suis déconditionné. Du coup, je réarrête, je me reconditionne, etc. Donc c'est un peu ce cercle qu'il faut essayer de casser en disant oui, vous avez mal et il y a certaines choses qui sont difficiles à faire, mais vous pouvez faire encore plein de choses. Donc on va vous faire ce plein de choses et puis ça va vous aider à vous remettre en route. Et si ça arrive de nouveau, ce qui est possible, vous referez la même chose. Si vous voulez revenir, vous revenez, mais vous aurez les bases pour vous prendre en charge tout seul. Et ça, c'est aussi super important de laisser les gens se gérer et leur donner l'autonomie de se prendre en charge. Puis au final, c'est pas parce qu'il y a une articulation ou une zone qui fait mal qu'on doit mettre aussi en arrêt tout le corps, quoi. Ça n'a pas trop de sens. Et je pense que ça fait aussi partie de la prévention en quelque sorte. D'essayer de garder tout le reste en route pour éviter que tout le reste commence à lâcher aussi, que ce soit après avec une douleur d'un côté pour une épaule, que ce soit avec un traumatisme à ski avec un genou. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut garder tout le reste en bonne santé pour éviter qu'on commence à avoir mal à l'épaule, qu'on n'ait plus de souffle, et puis, etc., de garder les gens les plus actifs. Parce qu'il y a la prévention purement, on va dire, musculo-squelettique, là dont on parle, donc les tendons, les articulations, etc., mais il y a la prévention aussi pour la santé générale, et puis on sait, le sport et l'activité physique, c'est protecteur de toutes ces maladies non transmissibles, donc ça fait partie de la prévention aussi que de garder les gens le plus en mouvement possible. Tu as des anecdotes ou des études que tu as un peu en tête sans aller trop dans les détails, mais qui montrent que la prévention, ça a fait la différence? Ou peut-être plutôt des anecdotes, parce que du vécu sans citer personne. Mais... Non, mais c'est dur à dire, ça dépend qu'est-ce qu'on veut. Si on veut en termes purement traumatiques, on sait que les programmes de prévention des blessures qu'on a, qui sont plutôt basés sur les sports d'équipe, ça faut le dire aussi, mais il y en a quand même pour les sports individuels, ils fonctionnent déjà. Donc c'est déjà une bonne nouvelle de se dire qu'on peut mettre en place quelques petits des échauffements dits neuromusculaires. Je trouve que neuromusculaire, des fois, ça veut un peu tout et rien dire, parce que du moment où on utilise ses muscles, on utilise son système nerveux. Donc voilà, c'est en gros utiliser sa musculature, ça permet de prévenir des blessures. Donc d'un point de vue recherche, je pense qu'on a assez de données qui montrent que faire un petit peu d'exercice, même très varié, ça peut mettre un peu de renforcement, un petit peu d'équilibre et puis un petit peu de saut, ça suffit au final à faire la majorité du travail pour éviter de se faire mal. Quand il mesure sur un certain laps de temps, puis il compare à quoi? Il compare à une autre période sur une autre équipe qui n'ont pas fait des protocoles de prévention pour que ce ne soit pas du hasard le moins de blessures qu'ils ont. Il y a un peu les deux. Il y a des études où ils vont prendre une équipe, où ils vont mesurer l'incidence des blessures par exemple sur une saison, et puis après ils vont mettre en place un protocole, et puis ils vont remesurer l'incidence, puis ils voient qu'il y a des différences qui sont assez significatives. Ou alors ils vont prendre plusieurs clubs ou plusieurs lieux. Des fois c'est des universités ou des choses comme ça, où ils prennent des équipes de plusieurs sports. Une université va mettre en place un protocole,
l'autre pas, puis ils vont comparer les incidences de blessures avec les mêmes sports. Et puis dans tous les cas, on voit que c'est efficace, donc il y a vraiment ça. Et puis en anecdote, c'est plus dur à dire, parce que comme tu dis, on fait moins de prévention primaire en physiothérapie. Mais jusque-là, je touche du bois, en général, j'ai tendance à expliquer aux gens ce qu'ils peuvent mettre en place de manière durable. J'ai tendance à pas beaucoup revoir les gens. Il y en a toujours que je revois, mais j'ai tendance à pas beaucoup revoir les gens. Et puis pour les blessures plus traumatiques aussi, de leur expliquer qu'est-ce qu'ils peuvent aussi faire sur la durée. Souvent, ça leur permet de garder des bonnes habitudes. Et puis, j'ai pas beaucoup de récidives jusque-là, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Je touche du bois pour toi. Ouais, c'est pour eux que je touche du bois. Mais... c'est ça. Puis, quel conseil tu pourrais donner à nos auditeurs pour intégrer des pratiques de prévention dans la vie quotidienne? Dans la vie quotidienne. Ouais. Je pense que c'est très compliqué. Ou par semaine. C'est compliqué dans le sens, je pense, faut que ce soit, comment on dit ça, fait sur mesure pour chaque personne. Mais il y a des choses assez, des pistes, assez humaines. Il y a un livre qui est assez chouette qui s'appelle Atomic Habits, qui en gros explique comment on peut modifier ses habitudes et en mettre en place. Et il y a un élément qui est assez intéressant, c'est le habit stacking, qui en fait est lorsqu'on a l'habitude de faire quelque chose et qu'on doit faire quelque chose en lien avec ça, c'est qu'on peut le faire soit avant, soit après, une fois qu'on est lancé. Donc c'est pour ça que je dis aux gens, quand on a un habit de sport pour aller courir, c'est le bon moment. On est déjà prêt, on se dit qu'on va faire du sport, on est dans une optique, je vais faire du sport maintenant, donc c'est le bon moment. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui fonctionne en général assez bien avec les gens, parce qu'ils se disent, je vais faire mon sport, j'ai fini, ok, je fais avant, comme ça je suis chaud à partir. Je trouve que c'est le truc qui marche le mieux. Et puis après, des fois, quelque chose qui est dur, qui est un peu plus dur, mais qui fonctionne assez bien, c'est comment on se fait de la place pour se dire, là c'est mon moment à moi pour faire ci ou pour faire ça, c'est d'essayer de trouver dans sa semaine les moments les plus appropriés et de se dire, de commencer par 5 minutes, il n'y a même pas besoin de beaucoup, mais vraiment, il ne faut pas que ce soit une corvée. Si ça devient une corvée, c'est fini, les gens ne vont plus le faire. Mais de dire, on commence par 5 minutes, pour ces 5 minutes, on fait déjà un exercice, même si c'est que un, c'est pas grave, c'est un de fait. Et puis à force de le faire, souvent on arrive à en mettre un deuxième en place, puis un troisième en place parce qu'on est dedans, puis ces 5 minutes, elles se transforment en 15 minutes. Mais de commencer avec quelque chose de très très court. Et puis planifier quoi au final. Planifier ou même se dire, bon là j'ai 2 minutes, c'est égal. Avant ça, je fais ça. Exactement. Mais moi, quand j'essaie de prescrire de l'exercice, parce qu'au final c'est une prescription d'exercice en physiothérapie, le médicament, on prescrit du mouvement, je commence avec la première question que je dis, c'est vous avez combien de temps à disposition? Si on me dit 2 minutes, c'est à moi de m'adapter à 2 minutes. Et je leur donne une chose à faire, puis je leur dis voilà, vous faites cette quantité-là avec ça, tel matériel en fonction de ce qu'ils ont. Et puis après, en général, quand on voit que ça va aussi vers le mieux, c'est plus facile de dire bon, ça va avec ça, ouais, on n'a pas un deuxième, mais puis on en rajoute un deuxième, parce qu'on voit que ça aide. Et puis j'essaie de trouver des choses où on voit. C'est un peu bête comment ça fonctionne, mais de se dire j'ai mal en faisant ça, bon on va essayer plein d'exercices, est-ce que maintenant faites voir ça, ok c'est mieux, bon on garde celui-là, vous faites que celui-là pendant 7-10 jours, je vous revois et on rajoute quelque chose, donc essayez de trouver quelque chose où on en tire du bénéfice aussi à très court terme, de se dire ça va mieux quand je le fais, ça aide aussi dans le système à se dire je continue à le faire vu que ça fait du bien directement. Donc le faire avec les activités qu'on a prévues, commencer petit, parce que commencer petit, c'est quand même commencer. Et puis après, regarder en fonction de comment ça passe dans son quotidien pour en ajouter. Je pense que c'est les choses les plus adaptées, on dira ça comme ça. Ah, c'est intéressant. Un récent que j'ai donné, c'est par exemple à chaque fois que la personne se levait, au lieu de se lever une fois de la chaise, se lever 10 fois. Et tu fais ça tous les repas de la journée, si tu en prends 3 par jour, ça fait déjà 30 répétitions. Dès que ça devient trop facile, tu prends quelque chose dans tes mains, etc. Et puis pour quelqu'un qui a besoin de renforcement assez important au niveau des jambes, c'est vrai que c'est au quotidien, tu rajoutes ces petites choses, finalement les choses accumulées, l'effet cumulé font que ça a des effets, des résultats très positifs. C'est exactement ça. Et puis, là, j'ai l'impression que maintenant, le courant, c'est de vite taper sur l'élastique, de dire c'est pas assez fort, c'est pas assez, mais ça reste de la charge plus que ce qu'en général les gens font, donc ça reste intéressant. Et ça se prend partout. J'ai des gens qui me disent qu'ils les prennent au travail maintenant, puis qu'ils font leur 8, 12, 15, 20 répétitions en fonction de ce qu'on a dit. Ça leur prend littéralement 45 secondes. Et ils ont 45 secondes de fête. Puis après, je leur donne un deuxième et ils font 2 minutes du coup à midi, 2 minutes le matin, 2 minutes le soir. Puis ça commence avec ça. Et des fois, ça suffit.
C'est aussi simple que ça aussi. Pour les membres de Hope Santé, vous avez sur votre espace membre un exercice un peu sur les habitudes justement où ça reprend certains de ces principes. Donc allez découvrir si vous n'avez pas encore été voir. Ça commence par ça. Ça commence par ces 2 minutes par-ci et ces 2 minutes par-là. Exact. Du coup, est-ce que tu vois de nouvelles tendances, nouvelles techniques en matière de prévention des blessures qui sont en train d'émerger ou qui commencent à être un peu explorées? C'est dur à dire. Je pense que la principale tendance qui ressort ces dernières années dans la prévention, j'ai l'impression qu'on a inventé l'eau chaude quand je dis ça, mais c'est d'essayer de faire les choses sur mesure, ce qui semble bête en fait, parce que ça aurait dû toujours être comme ça. Enfin, on peut pas dire tu fais ça et puis pas essayer de s'adapter à la personne qu'on a en face. Mais des fois, la recherche, c'est un peu bête quand même. Il a fallu qu'on fasse pendant des années des programmes qu'on a testés en laboratoire, puis on se dit, en laboratoire dans le sens où on a tout contrôlé, on allait regarder, c'est fait 2 fois par semaine ou plus. Ok, quand ça fait 2 fois par semaine ou plus, ça fonctionne. Et après, on a essayé de mettre ça dans la vie de tous les jours, puis on se rend compte que les gens ne le font pas parce que, pour diverses raisons, ça prend trop de temps, 15 minutes. Certaines équipes disent que ça prend trop de temps. D'autres, ils ne voient pas vraiment de bénéfices, par exemple, sur le fait de devenir meilleur pour leur sport. Parce qu'au final, c'est rare de faire du sport pour ne pas avoir envie un peu de gagner quand on parle de sport d'équipe. Et puis on s'est dit, comment est-ce qu'on résout ce problème de pourquoi les gens ne le font pas alors que ça fonctionne? Et puis on se rend compte qu'il faut essayer de s'adapter aux gens au maximum. Donc peut-être qu'en fait, il n'y a pas de recette toute faite et c'est ça qui est intéressant. Et puis, du coup, il faut essayer d'adapter ce qu'on fait aux gens. Ce qui est une nouvelle tendance, mais à la fois c'est ce qu'on devrait savoir depuis des années quand même. Mais des fois on revient aux bases, des fois. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a fallu quelques papiers pour qu'on se dise faudrait juste qu'on écoute les gens et qu'on fasse en fonction. Et puis un aspect qui ressort, mais ça c'est un aspect un peu plus sport d'équipe, mais je pense que ça s'applique aussi avec les gens qu'on voit, toi ici ou nous en physiothérapie, c'est la co-création. Donc c'est de se dire, de construire les choses, pas être dirigeant à dire tu vas faire ça et puis de demander aux gens est-ce que tu penses que ça te semble pertinent ou pas, ou est-ce que tu as envie je sais pas de travailler plutôt avec un ballon ou plutôt avec un haltère ou plutôt avec un élastique, puis les gens vont dire je préfère avec un haltère, on va trouver quelque chose avec un haltère. Et ça c'est bête, mais ça revient au point d'avant de se dire si on travaille avec quelque chose que tu as envie de travailler, ce sera peut-être plus facile aussi pour la personne de se dire je suis motivé à le mettre en place. Et ça commence par ces 2 minutes et on crée un cercle vertueux qui est assez chouette. Donc c'est les 2 aspects qui ressortent maintenant en recherche. Il y a quelques années, je ne sais plus, 2019 ou 2019-2020, il y a un congrès tous les 3-4 ans qui est organisé par le CIO sur la prévention des blessures dans le sport. Et il y a eu, pas celui de cette année, celui d'il y a, je crois, il y a 3 ans, c'était décalé avec le Covid. Tout le congrès était centré sur le fait qu'il faut écouter, dans ce cas-là, les athlètes, mais au final, plus que ça, il faut écouter les personnes avec lesquelles on est. C'est bête que ce soit le trend, mais c'est le trend, c'est juste essayer d'écouter les gens avec lesquels on travaille. Et puis je pense qu'il n'y a pas besoin de choses farfelues au final. Non. C'est vrai que si on se concentrait plus souvent sur les bases, finalement on aurait beaucoup de résultats. C'est juste des fois on cherche la nouvelle mode, etc. Alors qu'au final il faudrait juste faire les bases. Je pense qu'il y a une recherche de nouvelles modes, puis il y a une recherche effectivement dans la nouveauté. Il y a des fois la tendance à aussi vouloir dénigrer certaines manières de prescrire quelque chose. Je disais, l'élastique qui se fait un peu taper dessus. En physiothérapie, la mode qui se fait taper dessus aussi actuellement, c'est le 3x10 répétitions, grand classique. Mais des fois, je me dis, moi je suis le premier à prescrire du 3x10 quand les gens ils n'ont pas l'habitude de faire, parce que c'est facile à retenir, c'est facile à mettre en place, ça prend littéralement 2 minutes, même pas. Et au final, j'y vois des gens qui vont mieux. Et puis après, dans certains cas, je vais prescrire des intensités plus lourdes ou des volumes plus grands, du 4x12 ou des choses comme ça. Mais des fois, il n'y a pas besoin de se prendre autant la tête que ce qu'on veut nous faire croire aussi. Et je pense que c'est aussi important de garder ça en tête, malgré tout. Et puis à Movaret, donc dans votre cabinet à Bulle, vous êtes plusieurs, c'est pour ça que je dis vous. Est-ce que vous collaborez avec d'autres professionnels pour avoir une approche plus holistique de la prévention? On essaye au maximum de collaborer avec tout le monde. Alors, nous, effectivement, c'est dans un autre cadre, dans le sens où, comme tu disais, on voit les gens, en général, une fois qu'ils ont déjà un pépin de santé, après à différents degrés de gravité.
Mais déjà, ce qu'on essaie de faire, c'est d'absolument collaborer avec le médecin ou la médecin qui nous envoie la personne. Donc, au bout de la prescription de physiothérapie ou s'il y a un contrôle, on essaie de toujours écrire et de faire un retour sur comment ça évolue et surtout qu'est-ce qu'on suggère pour la suite. Est-ce qu'il faut poursuivre? Est-ce qu'il faut mettre telle chose en place? Après, dans certains cas, on essaie de renvoyer aussi à d'autres professionnels de santé. Moi, j'ai tendance à beaucoup envoyer ou à conseiller les gens d'aller voir le psychologue ou la psychologue, parce que je pense que dans le cas de douleurs qui durent surtout longtemps, on peut parler de douleurs chroniques, mais aussi de cas un peu plus compliqués dans les douleurs qui durent, il y a souvent des contextes sociaux qui sont un peu compliqués, des fois socio-économiques aussi, donc je pense que c'est bien d'avoir une référence avec qui en parler, parce que nous on devient un peu les psychologues des gens avec qui on travaille, mais on a quand même à un moment des capacités très limitées à aider les gens pour cet aspect-là, donc moi je réfère beaucoup chez le psychologue ou la psychologue pour ces problématiques-là où il y a besoin de parler de ce qui ne va pas. Et puis maintenant, on essaye de nous développer quelque chose de très interdisciplinaire à Movarais. Donc on est des physios majoritairement. Maintenant, on a une masseuse médicale aussi parce que le massage ne résout pas forcément tout, mais ça reste un moment de bien-être qui peut faire du bien pour certaines personnes, comme les physiothérapeutes font certaines thérapies manuelles et ça reste un outil de travail. Et puis on a aussi un ostéopathe qui vient travailler, donc c'est assez chouette parce qu'il complète un peu ce qu'on a moins tendance à faire nous. Maintenant, on a une approche très active de la physiothérapie, donc on a beaucoup de cabines qu'on n'utilise pas forcément beaucoup au final, ce qui est des fois un petit peu bizarre de se dire qu'on a autant d'espace pour travailler en cabine, mais on est toujours dans notre salle de renfo. Et puis les médecins, on aimerait bien justement avoir un APA gentiment à moyen terme, parce qu'on pense que c'est une plus-value qui est assez gigantesque pour faire bouger les gens. Donc APA, activité physique adaptée. Ouais. On a une préparatrice physique aussi, mais ça concerne plus du sport élite, moins cette tranche de population-là. Elle ne fait pas du coaching pour tout le monde, mais salutations à Audrey. Salutations à Audrey, ça fait partie pour nous de la prévention aussi d'arriver pour les gens qui font du sport de haut niveau, d'arriver prêts, parce que faut s'être poussé un petit peu avant en salle de renforcement, avant de se pousser sur un terrain, ou sur les skis ou sur tous les sports. Donc, et puis après on essaie de communiquer, parce que c'est bête, mais là aussi il a fallu de la recherche là-dessus, mais on se rend compte, et c'est un moyen de justifier certaines choses des fois, mais on se rend compte que ça concerne les clubs de foot, si je dis pas de bêtises, mais les clubs de foot qui ont une meilleure communication entre tous les pros santé ont le moins de blessures. De nouveau, ça a l'air d'être logique, mais ça permet d'avoir aussi des données pour justifier le fait d'avoir d'autres gens qui travaillent ensemble et de laisser du temps pour communiquer. Ce qu'on n'a malheureusement pas dans notre système de santé actuel, c'est du temps pour communiquer. Mais ça a une plus-value, je pense, qui est assez immense pour les gens qu'on suit. C'est quand même fou qu'on doit faire des études pour justifier que c'est important de communiquer entre les professionnels. C'est hallucinant. Tout a un coût, c'est malheureusement ça. Et puis nous, on le voit aussi dans notre pratique. Alors nous, on le fait, et on le fait pour les gens avec qui on travaille, mais tout ça, c'est du temps, entre guillemets, presque de bénévolat, parce que pour ça, on ne peut pas le facturer, on n'est pas payé pour. Et des fois, c'est quelque chose dont les gens ne se rendent pas compte quand ils me disent « vous avez écrit, vous m'avez fait mon programme, etc. » J'ai pas encore eu le temps parce que j'ai vu 14 ou 15 personnes hier. Et je suis resté encore 1 heure pour faire déjà 3 programmes, écrire 4 mails. Mais on le fait parce qu'on pense que c'est important. Mais peut-être qu'un jour aussi, ce sera quelque chose qui sera mis en avant, que c'est agréable pour la personne qu'on a vue. Quand elle arrive chez le médecin est déjà au courant de qu'est-ce qu'il y a eu, parce que le médecin aura eu le temps de lire le mail, qu'on aura pris le temps d'écrire, et puis c'est un cercle vertueux, mais tout ça demande du temps, et c'est du temps qu'on n'a malheureusement pas beaucoup à disposition, voire pas du tout. Ouais, avec le dossier électronique du patient, et puis que vous ayez tout dessus, que ça regroupe les professionnels. Peut-être aussi que c'est une voie, c'est encore, j'ai envie de dire, début, c'est encore dans des grosses phases de test. Ça résoudrait bien des problèmes, je pense. En tout cas, il y en aura certainement d'autres qui viendront avec ça, mais ça va résoudre peut-être un bout du problème de communication qu'on a. Mais le nerf de la guerre, ça reste le nerf financier. Et moi, je connais des collègues où ils n'ont absolument pas de temps administratif pour écrire, parce que vu que c'est pas facturable, les patrons décident que c'est plus intéressant de voir des patients, parce que c'est ce qui paye les salaires et le loyer à la fin du mois. Donc il y a un gros enjeu financier quand même avec tout ça. Et c'est ça un peu le problème. Et je pense que ça joue un rôle dans
la récidive et la prise en charge des gens qu'on voit malheureusement. Et puis si on revient, si malheureusement on a tout fait ce qu'on pouvait et puis qu'il y a quand même une blessure qui arrive, en quelques mots, sans rentrer trop dans les détails, quelle première réaction avec S faut-il avoir suite à cette blessure? Si on prend une blessure classique, on va dire ok, on se fait une grosse entorse de la cheville. Ouais. Bah déjà, je pense que le premier truc à voir, c'est à quel point c'est grave, c'est facile de le voir, mais je pense que déjà, si ça craque et si ça gonfle beaucoup, c'est quand même important d'aller voir son médecin, malgré tout, parce que ça permet de faire une radio et d'au moins se dire qu'il n'y a pas de fracture, ou de voir s'il y en a une déjà. Et puis après, bah, c'est d'essayer de faire le plus de choses possible sans crever de mal. Ça, c'est aussi super important, parce que des fois, les gens, ils croient qu'ils doivent en faire des tonnes, mais ça peut être juste déjà essayer de mettre un petit peu de poids dessus. Des fois, c'est pas possible, donc ça peut être juste essayer de bouger, de mettre en mouvement cette articulation. Aussi petit soit le mouvement. Voilà, ça peut juste être bouger. Déjà, si on bouge les orteils, c'est déjà pas mal, parce qu'il y a pas mal de choses qui jouent un rôle sous la cheville, mais c'est d'essayer de bouger, je dirais. Si ça gonfle, moi je conseille toujours aux gens de mettre la jambe en l'air. Ça, c'est super important, parce que c'est quand même une des choses qui fonctionne le mieux pour faire dégonfler. Après, il y a le grand débat de la glace, pas la glace. Moi, je dis aux gens de prendre de la glace, d'en mettre s'ils ont trop mal, parce que je préfère qu'ils prennent de la glace que des anti-inflammatoires. Donc, moi, j'ai aucun problème avec la glace, et je pense pas que 15 minutes de glace sur la peau, ça suffise à complètement enrayer un processus inflammatoire où la cheville, elle a triplé. Mais on est d'accord que c'est plus si on supporte plus la douleur, cette glace. Sinon, au final, si on supporte, autant laisser. Alors, s'il y a pas de douleur, en général, les gens vont pas mettre de la glace. Si ça fait mal, moi, j'ai aucun problème. C'est pas ce qui va aider, en fait, finalement. Non, c'est pas le principal, c'est pas la chose principale. C'est vraiment un but antalgique. Ça va pas diminuer l'état inflammatoire. Ça anesthésie un peu. Voilà, exactement. Mais c'est aussi ça. Maintenant, je sais que c'est très presque prohibé de dire on met de la glace, mais au final, je crois pas qu'on ait d'études de très très bonne qualité qui montrent que ça diminue la quantité d'inflammation. Ou alors il faudrait rester très longtemps sur la glace, ce que je conseille pas aux gens de faire, parce qu'au final, c'est pas super bon non plus, ça a tendance à brûler un peu. Donc si on évite de perdre sa peau, c'est pas. Mais toujours avec un linge humide, comme ça conduit plus le froid. Et puis 15 minutes, c'est pas ça qui va diminuer l'état inflammatoire. Donc si ça fait trop mal, je leur dis de mettre de la glace, garder la jambe en l'air, et puis essayer de bouger. Et puis des fois, la glace, vu que ça fait moins mal, ça permet aussi de bouger plus, donc c'est bénéfique aussi. Donc je dirais c'est ça, c'est rester en mouvement, essayer de faire dégonfler la partie du corps qui a pris. Et si vraiment on arrive, en général dès qu'on n'arrive pas à poser la jambe par terre et que ça gonfle beaucoup, et qu'on a entendu un crack, aller faire quand même une consultation médicale. Puis c'est quoi ton avis? Je suis curieux aussi personnellement. Si il y a quand même une fracture, alors on ne parle pas de fracture ouverte, s'il y a, j'irais plus même une fissure plutôt qu'une fracture, enfin, c'est un peu, voilà, bref, tu as compris. Est-ce que c'est important également être dans cette démarche de quand même bouger un peu, de quand même, en fonction des signaux de douleur, charger un tout petit peu, en étant bien sûr très progressif, en faisant attention à ce qu'on fait, que VS, que immobiliser, mettre un pied complètement sous serre. Je pense que c'est dur à dire, parce qu'il y a des cas un peu particuliers. Si c'est une fracture qui n'est pas instable et qu'il y a un risque, il n'y a pas de risque que ça se déplace vraiment à part. Alors s'il n'y a absolument aucun risque et que tout a été exclu, en général il y a toujours une amplitude sur laquelle on peut bouger. J'ai eu des cas de fractures d'épaule qui sont bien nettes, pas déplacées, etc. On pouvait faire des choses déjà très rapidement après en mouvement avec un tout petit peu de charge, puis le chirurgien orthopédiste va dire j'ai pas envie qu'il y ait tel mouvement, le reste c'est bon avec très peu de résistance par exemple, donc on va faire le maximum. Dans le cas par exemple de fracture de fatigue, on va éviter les choses à impact, mais on peut quand même faire des choses aussi. Après je pense qu'il faut vraiment que ce soit très très bien indiqué et puis bien suivi. Et puis c'est toujours la même chose. Le pire des cas, si on bouge pas, c'est qu'on va être un peu déconditionné, mais ça va aller. Et le pire des cas, si on bouge et que c'est mal fait, c'est que ça va empirer la situation. Donc au pire du pire, je préfère avoir quelqu'un qui a rien fait pendant 6 semaines, qu'on va devoir retrouver du muscle, retrouver plein de choses, que quelqu'un qui a trop fait et puis que ça se déplace. Même si je préfère que ça reste en mouvement, que ce soit optimal, mais si je pèse le pour et le contre, je préfère quelqu'un qui a fait un petit peu moins et qui arrive et que ça a bien
bien solidifier l'os et qu'on peut travailler par-dessus que quelqu'un qui a fait une bêtise et puis que... Mais si quelqu'un vient directement vous voir, par exemple, là tu serais quand même tendance à vouloir... Je vais explorer Après, ce que la personne ça peut dépend un peu faire. le profil de la personne aussi, peut-être. Je vais regarder les contre-indications qu'on a et puis je vais essayer de faire le maximum qu'on peut faire. Des fois, le maximum, c'est effectivement pas grand-chose. Mais c'est au moins quelque chose. Mais c'est important que ce soit vraiment bien encadré. Et puis, je préfère, comme je disais, faire un petit peu moins. Pendant un et petit puis, moment, être sûr que ça va après, pas un petit moment, que de faire un peu trop et puis que ça empire la situation. À nouveau, le reste du corps, il peut travailler. Exactement. Bah, Par contre. Voilà, Et des fois, on sait que ça a des effets des deux côtés. Je sais pas, c'est une fracture de l'épaule droite, il y a les jambes et puis l'épaule gauche qui peuvent tout faire. Ouais. Donc, oui. Voilà. Ça, c'est sûr. Intéressant tout ça. Merci beaucoup, Loïc, pour ces précieux conseils. Est-ce que tu as un dernier message que tu as envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent? Non, je pense qu'on a dit l'entier. C'est un peu ce qu'on a dit, c'est essayer de varier ce qu'on fait. Essayer de le faire quand on fait une activité plaisir et puis pas que ce soit une corvée, commencer avec un tout petit peu et puis savoir s'écouter. Je pense qu'il y a savoir s'écouter et puis savoir s'écouter, c'est ne pas aller trop vite mais c'est aussi ne pas attendre trop longtemps. C'est de trouver le juste milieu et puis en général on arrive à s'en sortir sans trop de bobo. Ce serait le principal. Top. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver le cabinet Mauvaret? Me retrouver, on va pas beaucoup me retrouver. À Bulle à Bulle, je dirais. Non, si c'est très professionnel, j'ai un profil LinkedIn, mais c'est très professionnel. Et puis sinon, si vous voulez voir un peu ce qu'on fait avec Mauvaret, il y a une page Instagram où on essaie de poster des choses. On a aussi une chaîne YouTube où il y a plein de petits exercices qu'on poste. Et puis c'est le principal où on peut retrouver le site internet, mauvaret.ch, je suppose. Ouais. On mettra tout ça en description. Merci. Un grand merci. Je vous remercie aussi les personnes qui nous ont écoutés, qui nous écoutent. Allez toujours soutenir, bien sûr, que ce soit sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify et compagnie. Allez nous mettre de la force, ça nous encourage toujours à faire différents épisodes. Et puis, merci encore une fois Loïc, et puis à bientôt. Merci à toi.